Donc mon petit bouquin que vous trouverez ici et que je dédicacerai à ceux qui le souhaitent. Ce petit bouquin est sous-titré « Réponse à Emmanuel Macron » et je veux tout de suite vous dire que ça n'est pas du tout un effet de style. C'est effectivement un livre que j'ai écrit après avoir entendu et même écouté son discours à la commémoration du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv. C'était le 16 juillet, mais pas 2018, 2017. Et non seulement il avait invité pour la première fois le Premier ministre israélien, quand je dis pour la première fois, c'est la première fois qu'il y avait un Premier ministre israélien à cette cérémonie, dans laquelle il n'a en principe pas de raison d'être, puisqu'il s'agit d'une affaire franco-française. Le Veldiv, c'est le début de la déportation de masse des Juifs français par le régime de Vichy. À l'époque, il n'y avait ni Israël, et le Yishuv, la communauté juive de Palestine, la pauvre ne pouvait pas faire grand-chose pour venir en aide à ses frères ailleurs en Europe occupés par les nazis. Donc Netanyahou était là. Le président de la République, je ne sais pas qui lui avait soufflé cette manière de parler, l'avait même appelé « cher Bibi ». On imagine si l'autre avait répondu « cher Manu », où est-ce qu'on allait? Une conversation curieuse. Mais surtout, à la fin d'un excellent discours, à mon avis, en tout cas, sur la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs, discours qui, d'une certaine manière, disons, explicitait la petite phrase célèbre de Jacques Chirac de 1995, où il avait mis en cause la responsabilité de Vichy, mais là, Macron expliquait par le menu longuement ce que vraiment Vichy avait fait et quelle était sa responsabilité. Et puis tout d'un coup, à la fin du discours, comme un cheveu sur la soupe, il avait lâché « Nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. » Je dois dire que jamais un président de la République, même pas Nicolas Sarkozy, ni même François Hollande, qui ne manifestaient que très souvent leur amitié pour Israël et pour ses dirigeants. On sait bien que François Hollande avait même toujours un chant d'amour, disait-il, pour Israël et pour ses dirigeants. Jamais aucun président de la République, évidemment pas les précédents, n'avait repris à son compte cet étonnant amalgame entre antisionisme et antisémitisme, qui est un point presque permanent de la propagande israélienne. Pourquoi je le dis étrange, cet amalgame? C'est parce qu'il unit dans une même réprobation, d'un côté un délit, l'antisémitisme, le racisme anti-juif, comme toutes les formes de racisme. En France, c'est un délit. Et d'un autre côté, une opinion qu'on peut partager ou pas, qu'on peut critiquer, qui est l'idée, je la définis brièvement, parce qu'on a dit beaucoup de choses sur l'antisionisme qui parfois relevaient du surréalisme. Qu'est-ce que c'est l'antisionisme? C'est contester la théorie de Theodor Herzl, le fondateur de ce mouvement, qui considérait, j'y reviendrai, que les Juifs ne peuvent pas s'assimiler ou s'intégrer, comme vous voulez, dans les sociétés où ils vivent, et donc il faut un État qui leur soit propre. Voilà, donc d'un côté un délit, de l'autre côté une opinion. Il y a là effectivement quelque chose d'étrange. Alors je ne vais pas raconter ce qu'il y a dans le livre, ce ne serait pas intéressant. En plus, ça vous dissuaderait de l'acheter, ce serait dommage. Non, je le dis sans plaisanter, parce qu'on a fait volontairement avec l'éditeur un livre pas cher, c'est-à-dire que l'éditeur m'a limité dans la longueur de ce que je pouvais écrire, pour que le livre vaille 8 €, c'est-à-dire qu'il soit accessible, y compris pour des jeunes lecteurs. Parce qu'aujourd'hui, les livres à 20 €, c'est formidable, mais il n'y a pas un jeune qui peut les acheter. Donc, c'est pour ça que j'en parle du livre, et que je vous conseille donc de l'acheter.
Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les deux termes de la comparaison, de l'amalgame de Macron, antisémitisme, antisionisme, et je vais essayer de dire ce qu'ils représentent l'un et l'autre. Et puis après, je terminerai en essayant de comprendre ce que signifie cette opération assez étrange. Donc je commence avec l'antisémitisme, ou plus exactement avec l'antijudaïsme, puisqu'en fait l'antisémitisme, le mot même, n'apparaît qu'à la fin du XIXe siècle. Jusque-là, c'est l'antijudaïsme religieux, chrétien, qui domine dans notre histoire européenne. Et puis à partir de la fin du XIXe siècle, il y a un théoricien raciste et antisémite qui s'appelle Marr, et qui, c'est un Allemand, qui invente le terme antisémitisme pour donner un caractère, disait-il, scientifique à l'antijudaïsme qui jusque-là n'était que religieux. Vous voyez la différence entre les deux. D'une religion, on peut se libérer pour en prendre une autre. Mais d'une race, considérée comme telle, on ne peut pas se libérer. C'est la différence entre ce qui s'est passé en Espagne en 1492 et ce qui s'est passé quelques siècles plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc l'antijudaïsme, l'antisémitisme ont traversé l'histoire de l'Europe, beaucoup plus d'ailleurs que du monde arabo-musulman, je le signale au passage, avec des discriminations, des expulsions nombreuses, des massacres, et pas seulement pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une série de massacres tout au long des croisades, par exemple. En allant libérer Jérusalem, les croisés commençaient par massacrer les Juifs sur lesquels ils tombaient. Et de la même manière, on a eu en Russie et en Pologne ce qu'on appelait des pogroms, très nombreux à travers l'histoire, pogrom venant du russe pogromit, qui veut dire détruire. Ces persécutions ont atteint évidemment leur apogée avec le génocide nazi. Je veux faire tout de suite une précision, double d'ailleurs, d'abord sur le fait que le génocide nazi ne concernait pas que les Juifs. Les victimes de ce génocide, ce sont aussi des tziganes, des malades mentaux, ou qu'on considérait comme tels, et puis plus généralement des Slaves. Des homosexuels, même si on ne peut pas tout à fait comparer par l'ampleur. Il y a eu 50 000 homosexuels qui ont été déportés, ce qui est déjà évidemment très important, et ils n'ont été que dans une proportion moindre massacrés. Les Juifs ont été presque tous exterminés, tous ceux qui étaient déportés, et les Tziganes très largement aussi. La particularité des Juifs dans ce génocide global, c'est que c'était la seule catégorie que les nazis voulaient exterminer jusqu'au dernier. Je veux donner un exemple que je tire de ma fréquentation des historiens allemands qui ont beaucoup travaillé, beaucoup plus d'ailleurs que les nôtres, sur la Shoah. À la fin de la guerre, dans les derniers mois de 1944, on a une armée allemande qui est bousculée, et plus que bousculée, par l'armée rouge, comme vous le savez. Eh bien, ça n'empêche pas qu'on envoie encore des SS en grand nombre pour chercher jusque dans la dernière île grecque, jusque dans la dernière ville du nord de l'Italie, etc., des Juifs qui ont été oubliés dans les déportations. C'est-à-dire il y avait un caractère obsessionnel qui fait la particularité du génocide des Juifs. En France, comme chacun le sait, le régime de Vichy, sa police, sa milice aussi, ont collaboré activement à la déportation de 75 000 Juifs. Là aussi, une précision qui est souvent oubliée par nos amis du CRIF quand ils racontent l'histoire. Il y avait en France, à la fin 1939, au moment où la guerre est déclarée, 330 000 Juifs français ou étrangers qui s'étaient réfugiés en France. Cela souligne, comme on sait très bien que quasiment pas un Juif n'a échappé par hasard aux rafles et aux déportations,
ça souligne l'extraordinaire élan de solidarité qui s'est développé autour des Juifs. Il y a eu des collabos qui ont dénoncé, mais il y a eu aussi, et beaucoup plus, de justes, comme on dit, qui ont sauvé des Juifs. C'est clair, nous avons en France la proportion de Juifs qui ont échappé à la déportation et au génocide la plus importante de toute l'Europe. Comparé avec les Pays-Bas, 97% de Juifs exterminés, la Belgique, 65%. En France, on est à moins d'un cinquième de Juifs exterminés. Cela mérite d'être dit. Ce qui est, j'entre dans le vif du sujet, le plus frappant, c'est que 70 ans et plus après la fin de toute cette horreur, l'antisémitisme comme idéologie qui était omniprésente en France. Il faut se souvenir ou relire pour apprendre ce qu'était la propagande de Vichy, les expositions antisémites, les articles plus ravageurs les uns que les autres, signés par des gens qui n'ont pas tous d'ailleurs payé leurs écrits, loin de là. Bref, il y avait une emprise de l'antisémitisme sur la population française très forte. Ce qui n'en rend que plus remarquable le travail de ceux qui ont sauvé des Juifs à l'époque. Eh bien, en quelques dizaines d'années, cette idéologie antisémite, je parle bien de l'idéologie, est devenue quasiment marginale. C'est pas la méthode Coué, j'essaye pas de me convaincre et de vous convaincre par la même occasion, je vous donne des preuves, et je vais essayer de le faire tout du long. C'est la meilleure preuve, la réponse de nos compatriotes à la question « Les Juifs sont-ils des Français comme les autres ?» Figurez-vous qu'en 1946, l'IFOP, qui existait déjà, pose cette question aux Français à travers un sondage. Et seul un tiers des Français répond « Oui, les Juifs sont des Français comme les autres » en 1946. La même question est posée il y a quelques mois par Ipsos. Est-ce que les Juifs sont des Français comme les autres? Eh bien, la proportion de oui atteint, quelqu'un a une idée? 96%. 96%. Ces résultats sont évidemment d'autant plus significatifs que la même question posée à propos d'autres catégories, les Arabes, les musulmans, les Tziganes, les Roms, les gens du voyage, on n'a pas du tout les mêmes résultats, vous le savez. Deuxième élément, très important, parce qu'il n'y a pas que l'idéologie, il y a aussi les préjugés. Sur ce plan, les résultats sont beaucoup plus préoccupants. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est trop long, mais disons que globalement, la moitié des Français partagent un des préjugés courants à propos des Juifs. Qu'ils sont plus attachés à Israël qu'à la France, qu'ils ont beaucoup de pouvoir, qu'ils sont plus riches que la moyenne des Français, qu'ils sont trop présents. Le sondage nous dit un peu trop présents, j'aime beaucoup le un peu, dans les médias. Mais, tout en soulignant ces résultats, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a aussi en France des préjugés largement partagés par nos compatriotes sur les Corses, les Bretons, les Auvergnats, évidemment pas les gens de Vierzon, certainement pas. À qui viendrait-il à l'idée de dire qu'il y a un racisme anti-corse, anti-breton ou anti-auvergnat? Donc, il est important de bien distinguer racisme et préjugés. Mais les préjugés, ça peut tuer. Je vous donne un exemple, on en reparlera tout à l'heure. Quand Fofana, le chef du gang des barbares, enlève Ilan Halimi, le torture et finalement le tue, je le redirai, mais ça n'est pas forcément
un acte antisémite, ça fait partie des problèmes dont il faut discuter, parce qu'ils sont quand même un peu plus compliqués que la réponse par oui ou par non en 3 secondes et 2 dixièmes. Mais quand même, c'est quelque part parce qu'il a pensé, il voulait du pognon, ça c'était son but, mais il s'est dit, Ilan Halimi est juif, donc il a du pognon. Et donc le fait d'avoir un préjugé comme celui-là peut amener, c'est le cas avec Ilan Halimi, à la mort de quelqu'un. Troisième élément, toujours sur l'antisémitisme, ce sont les violences. Sans doute, si vous êtes attentif à ce qui se publie ou ce qui se dit sur l'antisémitisme, vous entendez le terme souvent menace. Moi, je ne l'utilise jamais parce que je n'ai toujours pas compris ce qu'il veut dire. J'ai été regardé de près dans les rapports annuels de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui chaque année donc fait un rapport sur l'état du racisme, de l'antisémitisme, de la xénophobie, de l'islamophobie aussi d'ailleurs. Et je vois que dans ce même sac qui s'appelle menace, on met un courriel anonyme, un graffiti sur un mur, une paire de gifles dans un lycée. Bref, on met des choses qui n'ont pas à voir les unes avec les autres. On mélange des pommes de terre, des tomates et des oignons. Et avec ça, on ne fait pas de la bonne cuisine. C'est bien connu. En revanche, les violences, c'est quelque chose de très précis. Ça correspond à des actes qui font l'objet de plaintes, qui sont recensées par les commissariats, etc. Et donc ça ne veut pas dire qu'on a toutes les violences, que toutes ont fait l'objet d'une plainte et ont été recensées, bien sûr, mais ça c'est vrai, quel que soit le groupe de victimes. Vous imaginez bien qu'un juif français a un peu plus de facilité à aller dans un commissariat porter plainte qu'un Rome, ou qu'une femme musulmane voilée, vous voyez, ou même qu'un homosexuel. Pour dire les choses clairement, nous avons ces dernières semaines, ces derniers mois à Paris, des choses extrêmement graves qui se sont produites et qui n'ont pas pour l'instant ému les autorités. Donc, quels sont les chiffres? Première chose qui est claire, il y a eu une explosion de violences racistes et antisémites entre 2001 et 2002. Multiplié par 4 pour les violences racistes, multiplié par 6 pour les violences antisémites. C'est pas la peine d'être très intelligent pour comprendre pourquoi cette année-là, la seconde intifada vient de se développer, d'éclater, elle est l'objet d'une répression très forte, donc ça incite un certain nombre de gens à faire preuve de violence, qu'elle soit antisémite ou raciste, d'ailleurs c'est évident. Mais, et ça on ne vous le dit pas en général, ces violences connaissent un reflux presque continu jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça n'est pas un fait isolé, l'antisémitisme violent recule, mais le racisme anti-arabe ou anti-musulman violent recule aussi. Pas aux mêmes dates, mais dans les mêmes proportions. On a eu une explosion de violence anti-arabe et anti-musulmane en 2015, là aussi, c'est pas la peine d'être très intelligent pour comprendre à quel contexte ça fait référence, mais ces violences ont reculé ensuite en 2016, 2017, 2018, on verra. Je précise que nous n'avons pas de chiffres de la même source, la Commission nationale consultative des médias, sur 2018. On les aura au moment venu, c'est-à-dire en général 22, 23 ou 24 mars, les chiffres tomberont. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a fait état d'un chiffre considérable de poussée de violence anti-juive qu'il a chiffré à 69%. Le seul problème, et je m'arrête là sur cette année, 2018, c'est qu'on n'a pas réussi à obtenir, ni de lui, ni de ses collaborateurs, une précision sur la source de ce chiffre. Or, moi j'estime que c'est très important, surtout quand on annonce des chiffres comme celui-là, d'avoir des sources, et que si possible, ces sources soient comparables à des sources antérieures. Comme je ne suis pas plus intelligent qu'un autre,
je peux très bien comprendre que ce qui s'est passé à Gaza cette année, avec les marches du retour, mais aussi avec l'utilisation massive de snipers contre ces marches, avec jusqu'ici, je crois, pas loin de 300 morts au total, ça a pu pousser tel ou tel à des violences. En tout cas, globalement, on a un recul des violences qui est un recul très net depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Jusque-là, tout est à peu près simple et avec des chiffres qui permettent de s'y retrouver. Le problème, c'est que tout ça, c'est quantitatif. Or, comme vous le savez très bien, dans la vie, le quantitatif, c'est une chose, le qualitatif, c'est une autre. Et le qualitatif, en l'occurrence, c'est le fait que, pour nos compatriotes d'origine juive ou de religion juive ou de culture, au pluriel, juive, la réalité qui compte, c'est que, pour la première fois en France, depuis quelques années, 11 juifs ont été tués, semble-t-il, en tant que juifs. Et ça, c'est du qualitatif, mais c'est très important. Alors, il y a des victimes parmi ces 11 sur lesquelles personne n'oserait discuter. Je veux dire que les victimes de Mera, à Toulouse, ou à Montauban, ou bien les victimes de l'hypercacher, porte de Vincennes à Paris, ce sont évidemment des victimes de l'antisémitisme violent, puisque Mera comme Koulibaly n'ont jamais caché dans leurs textes, dans leurs vidéos, etc., la haine qu'ils portaient aux Juifs. Et puis après, on a 3 cas qui mériteraient, mais je n'ai pas le temps de le faire, qu'on s'interroge sur chacun. J'ai parlé tout à l'heure du cas d'Ilan Halimi. Il y a le cas de Suzanne Attal Halimi, il n'y a pas de rapport de famille, qui a été défenestré par un voisin dont tous les témoins disent qu'il est un homme dérangé mentalement et suivi psychiatriquement pour cette particularité. Je n'en sais rien personnellement, mais enfin, je note tout ça. Et puis, il y a la 3e victime, sur laquelle j'en sais beaucoup plus, qui est Mireille Knoll. Et là, là aussi, il n'y a pas besoin, sauf si on est de mauvaise foi, d'être très très intelligent pour savoir un peu mieux ce qui s'est passé, parce que son fils a parlé, le fils de Mireille Knoll. Et il nous a expliqué quoi? Que l'assassin, un des 2 assassins, connaissait Mireille Knoll depuis qu'il était tout enfant, allait la voir régulièrement, faisait ses courses, allait boire un coup avec elle, et même, je vous le révèle, ça n'a pas été écrit, que, étant mis en cause pour des abus sexuels graves, elle était venue, vieille et malade, au commissariat pour prendre sa défense. Donc, je veux bien tout imaginer, y compris un acte de folie, mais on ne peut pas me faire croire que ce garçon, tout d'un coup, découvre que la vieille dame avec qui il a des relations depuis très longtemps est juive. Il le savait quand même, vraisemblablement. Donc il y a quelque chose là, et comme le fils l'a dit très clairement, qui mérite réflexion. Cela étant dit, c'est très facile pour moi ou pour vous, si vous le voulez, de réfléchir comme ça. Pour nos compatriotes juifs, aux différentes acceptions du terme que j'ai indiqué tout à l'heure, il reste qu'il y a 11 morts en tant que juifs. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. J'en déduis, et je ne veux pas être plus long là-dessus, que la question de la lutte contre l'antisémitisme, contre le racisme, reste une question centrale. Non pas une question qu'il faut évoquer de temps en temps dans des grandes commémorations et des grands discours, encore que ça ne peut pas faire de mal, encore que ça dépend comment ils sont faits, les discours. Quand ils sont routiniers, il y a un moment où l'effet de la routine est faible. Mais en tout cas, il faut mener la bataille contre le racisme et contre l'antisémitisme. Et je veux dire une chose
qui peut-être fera discussion, mais je veux la dire quand même. C'est l'affaire de tous, la lutte contre l'antisémitisme et contre le racisme, contre toutes les formes de racisme. Et il est évident, est-ce qu'il faut le dire, qu'on ne hiérarchise pas la lutte contre le racisme. Si on commence à hiérarchiser, à dire celui-là c'est plus grave et celui-là c'est moins grave, on rentre soi-même dans une logique raciste. Mais même si tout le monde est concerné, tous ceux qui ont à voir avec la solidarité avec la Palestine, ou tous ceux qui se proclament, et c'est leur droit, c'est aussi pourquoi j'ai fait ce livre, pour leurs droits antisionistes, ils ont encore plus de responsabilités que tous les autres dans la vigilance absolue sur la question de l'antisémitisme et du racisme. Parce qu'ils, s'ils ne le font pas, c'est pas seulement que ceux qui ne le font pas vont emporter la responsabilité, mais ils vont faire porter cette responsabilité à la cause qu'ils prétendent défendre. Toute forme d'antisémitisme, de racisme, venant se mêler à un mouvement de solidarité ne peut qu'être préjudiciable à ce mouvement de solidarité. J'en viens à ma deuxième partie, c'est-à-dire l'antisionisme. Bon, au point de départ, on n'est pas loin du premier, parce que l'idée de l'incapacité des Juifs ou le refus des sociétés d'assimiler les Juifs et donc la nécessité d'un État pour eux, Herzl ne l'a pas eu en se promenant au bord de la Moldau, par exemple, du Danube, à Vienne, qui était son pays d'origine, mais il l'a eu à Paris. Et il l'a eu à Paris parce que, d'une part, venaient de se produire en Russie de nouveaux pogroms, et des pogroms particulièrement sanglants, mais surtout, au moment où il est nommé correspondant à Paris de son journal autrichien, qui s'appelle la Neue Freie Presse, qui est un grand quotidien libéral, comme on disait à l'époque autrichien, éclate l'affaire Dreyfus. Et elle n'éclate pas loin de lui, il est dans la cour d'honneur des Invalides le jour où le capitaine Dreyfus est dégradé. Donc, pour Herzl, qui avant, non seulement n'était pas sioniste, mais était l'inverse, assimilationniste, Herzl pensait, quand il était à Vienne, il l'avait écrit, que le plus simple pour les Juifs, c'était de se convertir au christianisme. Et ça réglerait le problème. Bon, peut-être c'était une vision un peu simpliste, mais c'était sa vision. Il arrive à Paris, il tombe, si j'ose dire, sur l'affaire Dreyfus, et il sait quand même que Paris, c'est le lieu, la capitale, la seule en Europe, la première, qui a donné l'égalité des droits aux Juifs. C'est pas n'importe quel pays, c'est pas n'importe quelle capitale, c'est le lieu où, dans l'histoire de l'humanité, pour la première fois depuis l'Antiquité, les Juifs ont eu l'égalité des droits. Et donc, si l'affaire Dreyfus se développe là, ça veut dire que même dans ce pays-là, c'est pas possible pour les Juifs de s'intégrer, de s'assimiler. Il faut faire une parenthèse pour expliquer ce que je viens de dire. L'affaire Dreyfus, c'est pas seulement, comme on le lit dans les manuels scolaires, des intellectuels qui s'envoient des noms d'oiseaux à la tête. Bon, vous connaissez tout ça. C'est aussi des centaines et des centaines de manifestations de masse dans les rues de France, avec, dans certains cas, une situation qui était presque de pogrom. Presque. Il y a un livre formidable, si ça vous intéresse, qui s'appelle Le Moment antisémite, qui est un livre de Pierre Birnbaum, et qui est fait à partir des comptes rendus de commissaires de police, de préfets, de responsables du maintien de l'ordre, et qui raconte les manifestations violentes, les débordements, les bagarres, les magasins attaqués. Donc, je ne cherche pas à justifier la pensée de Herzl. Personne ne peut dire jusqu'à quel point il était sincère, jusqu'à quel point il avait un autre agenda politique et idéologique dans la tête. Mais en tout cas, le fait est que c'est devant cette réalité des pogroms de Russie
et de l'affaire Dreyfus qu'il déduit que la seule solution pour les Juifs, c'est de quitter l'endroit où ils se trouvent et d'aller vivre ailleurs. Et cet ailleurs étant, à son avis, la Palestine. Donc il écrit son fameux livre, L'État des Juifs, en 1896. L'affaire Dreyfus commence en 1894, donc on voit bien quand même le lien chronologique. Et en 1897, il réunit le premier congrès sioniste mondial à Bâle. Pourquoi à Bâle? Parce que les Juifs allemands n'ont pas voulu que ça se fasse en Allemagne. Parce qu'ils étaient hostiles, et vous allez voir qu'ils n'étaient pas les seuls, au projet de Herzl. Et voilà la phrase clé du texte issu du Congrès. Le sionisme s'efforce d'obtenir pour le peuple juif en Palestine un foyer reconnu publiquement et garanti juridiquement. Si vous lisiez le texte intégral du Congrès, vous verriez qu'il y a une chose frappante, c'est que le fondateur du sionisme fait l'impasse totale sur l'existence en Palestine d'un autre peuple qui représente à l'époque les 9/10 de la population, et que le sionisme va progressivement, mais c'est une autre histoire, priver de ses droits. Pendant des années et des années, Herzl essaye de trouver des soutiens à son projet. Il rencontre tout le gratin, le Kaiser, le pape, le sultan ottoman, les ministres du tsar, les mêmes qui organisent en sous-main les pogroms d'ailleurs, et Herzl le sait. Il leur dit même, vous voulez expulser vos juifs, nous on veut les récupérer en Palestine, donc on a des affaires à faire ensemble. Mais le fait est que quand il meurt en 1904, il n'a obtenu aucun soutien. Son projet est un projet tout à fait marginal, qui n'a d'écho quasiment nulle part, jusqu'en 1917. Et en 1917, il y a ce que vous tous vous connaissez, c'est-à-dire la déclaration Balfour, le 2 novembre 1917, où les Britanniques donnent leur soutien au projet sioniste. Ils donnent leur soutien pour des tas de raisons, il faudrait en discuter. Il y a une part de calcul sur la Première Guerre mondiale et son issue. Ils pensent que les Juifs vont aider la Grande-Bretagne à l'emporter. Et d'un autre côté, il y a des projets à long terme de mainmise sur la région du Moyen-Orient, et donc évidemment la Palestine, ça les intéresse beaucoup. Et ils vont obtenir le mandat de la SDN, de la Société des Nations, sur la Palestine. Qu'est-ce qui est frappant, malgré le soutien de la première puissance mondiale à l'époque, qui est la Grande-Bretagne, c'est que quasiment aucun juif n'accepte et ne soutient, quasiment aucun, ne soutient ce projet. Jusqu'en 1939, après on va voir que les choses évoluent. Et pour une raison simple, c'est que tous les grands mouvements juifs s'opposent au projet de Herzl. D'abord les communistes juifs, je ne vais pas vous citer du Lénine, mais je pourrais citer du Lénine, absolument inconsistante au point de vue scientifique, l'idée d'un peuple juif spécial et par sa portée politique réactionnaire. Donc, les communistes sont hostiles, pour eux la révolution socialiste va régler le problème juif comme tous les autres problèmes. Bon, on sait que là aussi c'est un peu plus compliqué visiblement qu'ils ne le pensaient, s'ils le pensaient. Mais il y a aussi le Bund, qui est un mouvement social-démocrate, le plus grand mouvement juif à l'époque, et qui est hostile à toute forme d'État. Il est pour l'autonomie des Juifs, mais dans les pays où ils vivent. Et puis il y a, je pourrais vous faire les citations, mais je vous les épargne, un troisième courant absolument fondamental, ce sont les Juifs religieux. Parce que pour eux, créer un État juif en Palestine, avant que le Messie ne soit venu, c'est tout simplement un blasphème. Et ce sera leur position jusqu'en 47-48. Il faudra une longue négociation pour que les partis religieux acceptent de participer à la construction de l'État juif de David Ben Gourion, sauf que l'État juif a dû faire des concessions considérables pour intégrer, et c'est des concessions, il faudrait en parler, c'est un autre sujet, qui se payent encore aujourd'hui dans la vie quotidienne des Israéliens, qui sont soumis à toute une série de lois religieuses,
auquel ils n'ont absolument pas envie d'être soumis, mais ça fait partie du deal que Ben Gourion avait passé avec les religieux. Et puis il y a une dernière chose qu'il faut dire, alors c'est pas politiquement correct de parler de la grande bourgeoisie juive, mais enfin elle existe, on ne va pas faire comme si elle n'existait pas, à l'époque surtout. La grande bourgeoisie juive imaginait que les Rothschild n'ont aucune envie d'aller labourer la terre dans les kibboutz de Palestine. Aucune envie, ils sont bien mieux à faire leurs affaires là où ils se trouvent un peu partout en Europe. Vous pourriez me dire, si vous aviez un doute sur ma bonne foi, que j'enrobe tout ça. Non, j'enrobe pas, j'ai là aussi des preuves. Entre 1881, 81 c'est à cause des pogroms, des nouveaux grands pogroms, et 1939, il y a 3,5 millions de juifs qui quittent l'Europe. 3,5 millions. Où vont-ils? En Palestine? Pas du tout, ils vont aux États-Unis. Jusqu'en 1924, où il y a des nouvelles lois anti-immigration aux États-Unis, il y a l'essentiel des juifs qui quittent l'Europe vont là-bas, aux États-Unis. En Palestine, en 1939, il y a en tout et pour tout, avec toutes les vagues d'immigration d'Aliyah accumulées, 460 000 juifs, c'est-à-dire 2,9% de la population juive mondiale. Donc au moins jusqu'en 1939, il n'y a pas photo. Évidemment, le génocide nazi bouleverse tout. 6 millions de juifs ont été exterminés, c'est-à-dire la moitié des juifs d'Europe, un tiers de la population juive mondiale. Le problème, c'est pas seulement les morts, évidemment, c'est aussi les vivants, ou plus exactement les survivants. Parce qu'il y a des centaines de milliers de juifs qui ont survécu à l'Holocauste et qui voudraient bien aller aux États-Unis. Mais c'est ce que je vous ai dit, les lois de 1924 s'appliquent à quelques exceptions près, il n'y a pas de visa. Rentrer chez eux, il faut être très téméraire. Il faut savoir, par exemple, qu'en Pologne, les juifs survivants qui rentrent, on les tue. Pas en 40, pas en 42, hein. Je parle des années jusqu'aux années 53, 54, il y a des pogroms en Pologne. Parce que les survivants demandent, ben oui, leur appartement, leur maison, leur entreprise, leur commerce. Ben c'est plus facile de les tuer plutôt que de leur rendre ce que de braves Polonais ont accaparé grâce à la situation créée pendant la guerre. Je vous dis au passage que ce que je viens de dire là, ça mènerait un Polonais en prison. Parce que la nouvelle loi qui a été votée à l'initiative de Kaczynski, le survivant des deux, elle interdit d'évoquer la collaboration polonaise avec les nazis. Je n'ai pas dit la collaboration de la Pologne ou des Polonais, polonaise. Et c'était quand même la plus massive d'Europe, avec celle des pays baltes. On estime, les historiens polonais, qu'entre 300 et 400 000 juifs polonais ont été tués pendant la guerre, ou avant ou après, pas par les nazis, mais par des Polonais, par des collabos polonais. Donc, on ne peut pas rentrer chez soi, on ne peut pas aller aux États-Unis. C'est évident que l'appel des organisations sionistes à venir, d'abord en Palestine, puis à partir du 14 mai 1948 en Israël, puisque l'État d'Israël est créé ce jour-là, c'est un appel qui a de l'écho, parce qu'on dit aux gens, vous pouvez aller nulle part, si vous voulez reconstruire votre vie, venez la reconstruire chez nous. Et puis, le hasard, bien sûr, fait bien les choses. On vient justement d'expulser 800 000 Palestiniens de leur terre pendant la guerre de 1948. Donc, il y a de la place. Ce n'est pas une formule, hein. Il y a toute une série de villages arabes de Palestine dont la population a été expulsée, parfois suite à des massacres, et qui sont immédiatement réutilisés pour des immigrants nouveaux qui arrivent. C'est ce qu'on appelle la judaïsation des villages.
Est-ce qu'on peut dire que ces survivants, ces centaines de milliers de survivants qui vont donc effectivement en Palestine ou en Israël, ils ont fait un choix sioniste? Moi, je pense que ça se discute quand même. On peut aussi dire qu'ils ont fait le choix d'aller là où c'était possible, et pas là où c'était pas possible. C'est exactement ce qui va se produire avec les deux grandes immigrations qui suivent. D'abord celle des Juifs arabes, c'est-à-dire des Juifs des pays arabes, qui, après la guerre de 1948, sont les uns expulsés par les dirigeants des pays arabes. Pour les autres, c'est la direction israélienne qui va les chercher, parce qu'on a besoin d'ouvriers, de travailleurs et de soldats. Donc on va les chercher. Je pourrais développer là-dessus, ça nous emmènerait trop loin. Où voulez-vous que ces Juifs arabes aillent? Je répète, ils sont juifs et en plus arabes. Ça fait beaucoup pour qu'on les accueille en Europe. En plein milieu de la reconstruction, du plan Marshall, tout ça, on a mieux à faire. Et puis on a aussi nos problèmes coloniaux, par exemple en France, et les Britanniques ont les leurs. Donc, bref, quand on prend les Juifs arabes, ou les Arabes juifs, comme vous voulez, qui arrivent 1 million jusqu'à 1,5 million pendant toutes les années 50, fin des années 40, début des années 50, jusqu'à la fin des années 50, là aussi, c'est pas un choix sioniste. C'est le choix d'aller là où on peut aller. La seule possibilité qui s'offre. Vous aurez exactement la même chose avec la grande vague sous Gorbatchev, du 1,5 million de juifs soviétiques qui arrivent en Israël. Bon, d'abord, je mets des guillemets à juifs parce qu'on sait aujourd'hui qu'au moins la moitié ne l'était pas. Puisque à l'époque, la seule manière de quitter légalement l'Union soviétique, c'était d'être juif. On pouvait partir pour Israël. Si on voulait aller ailleurs, non. Il fallait aller vers Israël. Et donc, il y a plein de gens qui n'étaient pas circoncis, qui n'avaient pas d'état civil juif, qui n'avaient aucune caractéristique dont on peut faire état quand on demande à devenir citoyen israélien. Il suffit d'être juif, mais ça se prouve qu'on est juif. Là, ça ne se prouve pas. Les juifs soviétiques n'avaient pas de moyens de prouver qu'ils étaient juifs. Donc, ils arrivent en rêvant, comme les autres, d'aller aux États-Unis. Sauf que Yitzhak Shamir, le Premier ministre de l'époque, s'était mis d'accord avec le président Reagan pour qu'il n'y ait pas du tout, de transit depuis Israël vers les États-Unis. Et donc, voilà, eux aussi, est-ce qu'on va dire que c'est un choix sioniste? Admettons que tout ça soit des choix sionistes. Nous sommes en 2019, il y a en Israël 6 millions de juifs, et il y a 16 millions de juifs dans le monde. Donc la grande majorité des juifs du monde ne sont pas sionistes. En tout cas, n'ont pas suivi l'appel du sionisme. Ils ne vivent pas en Israël. C'est pas fini. Herzl disait qu'il ne s'assimilait pas, qu'il ne s'intégrait pas. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, entre les États-Unis et l'Europe occidentale, la majorité des juifs font des mariages mixtes. Ça veut dire des mariages entre juifs et non-juifs. La belle histoire, vous me direz, je vous dirai la belle histoire, pas pour les rabbins. Parce que les mariages mixtes, si la femme, l'épouse, qui devient mère, n'est pas juive, les enfants ne sont pas juifs. Donc il y a un gros problème du point de vue de la religion juive orthodoxe, en tout cas. Enfin, orthodoxe, c'est large, hein, c'est pas ceux avec les chapeaux, les stremels, c'est la religion orthodoxe au sens large, qui est celle de la majorité des juifs en Israël et dans d'autres pays comme le nôtre. Donc on a, si vous voulez, une réalité de juifs qui vivent hors d'Israël et souvent dans des mariages mixtes. C'est pas fini. Entre 600 000 et 1 million de citoyens israéliens ont quitté Israël, n'y vivent plus. Est-ce qu'ils font des études? Est-ce qu'ils font du business? Est-ce qu'ils sont amoureux? Est-ce qu'ils ont une famille? En tout cas, ils n'y vivent plus. Ça, c'est un fait. Entre 600 000 et 1 million sur 6 millions. C'est une très forte proportion. Par exemple, à Berlin, où ma fille étudie, où elle fait sa thèse, on dit, bon, c'est pas vérifiable ça, mais on dit qu'il y a 100 000 Israéliens.
citoyens israéliens. À Berlin, hein, c'est pas le Luxembourg ou Andorre, c'est l'ancienne capitale du Reich quand même, pour un juif qui décide d'aller y vivre, pour un Israélien qui décide d'aller y vivre. 100 000. Et si j'allais jusqu'au bout, je vous dirais quand même que parmi les milliers de juifs français qui ont quitté la France pour aller en Israël depuis quelques années, il y en a eu beaucoup, hein. La moitié, entre un tiers et la moitié, on ne sait pas, sont revenus. Pas par hostilité au sionisme, hein, mais parce que c'est des Français. Donc ils ne parlent pas hébreu, ils croient qu'ils parlent anglais, mais il n'y a qu'eux qui le croient. Ils ont du mal à trouver du travail, donc à un moment donné, la crise l'emporte sur la peur qu'ils avaient de l'antisémitisme en France. Est-ce que tous ces juifs qui, de génération en génération, n'ont pas été sionistes, ou ceux qui aujourd'hui, en majorité donc, ne le sont pas, est-ce que c'est des antisémites? Parce que si on suit le président de la République, c'est ça. C'est des antisionistes, donc c'est des antisémites. Non, on voit bien que c'est pas sérieux, quoi. Et d'ailleurs, je veux le dire clairement, nos compatriotes ont beaucoup moins de problèmes que le président de la République. C'est pas le seul sujet, hein, sur lequel, mais en tout cas sur celui-là, n'ont pas tant de problèmes à comprendre. D'après la dernière enquête de l'IFOP, je cite, 57% des Français ont une mauvaise image d'Israël, 69% une mauvaise image du sionisme, je ne sais pas ce qu'ils entendent par là, mais ils le disent, et 71% pensent qu'Israël porte une lourde responsabilité dans l'impasse de la situation avec les Palestiniens. Ils sont antisémites, ceux qui pensent ça? Parce que parfois, on entend le président du CRIF, on se dit, oh là, si je pense du mal de la politique extérieure d'Israël, je suis antisémite. Non seulement ça ne tient pas debout, mais il y a une autre enquête dont presque personne ne vous en parlait, vous allez vous comprendre pourquoi. C'est une enquête d'Ipsos qui est présentée sur un site juif extrêmement intéressant d'ailleurs, qui s'appelle Academ, où Brice Teinturier, vous savez, le grand qui parle à toutes les soirées électorales, explique ce qu'il a découvert. Il a découvert, bon ça c'est pas vraiment un scoop, que l'électorat le plus critique de la politique israélienne, c'est l'électorat France Insoumise, communiste, extrême gauche. Jusque-là, rien de neuf. Mais c'est le même électorat, vous entendez bien, le même électorat, France Insoumise, communiste, extrême gauche, qui est le plus hostile à toute forme d'antisémitisme en France. Et Brice Teinturier nous dit, on ne peut pas caricaturalement dire que l'un, l'antisionisme, dissimulerait l'autre, l'antisémitisme. On a donc quelque chose qui nous fait réfléchir sur pourquoi ce que tout le monde sait, parce que ce que je viens de vous dire, le président de la République le sait, le président du CRIF le sait, enfin je suppose. Bref, pourquoi est-ce que ça n'a pas empêché ni cette petite phrase, ni la suite? C'est justement à cause de la suite. C'est-à-dire que ce que le président de la République n'avait pas dit, au Veldiv, le CRIF l'a dit. Il faut interdire l'antisionisme, par la loi. Il faut une loi qui interdise l'antisionisme. Donc on a voulu avoir une loi pour interdire la campagne boycott des investissements sanctions. Il n'y a pas de loi, contrairement à ce que ces gens nous disent. Il n'y en a pas. Personne ne peut être condamné pour l'application du boycott. Et s'il est condamné, il y a un appel européen, et l'appel européen fonctionnera, de toute évidence, vu les déclarations qui sont celles de Mme Mogherini, la ministre des Affaires étrangères européenne. D'abord, liberté d'expression, dit-elle, toujours, y compris en matière de BDS. Mais c'est que on va, et ça c'est encore plus étonnant, en arriver à recréer en France un délit d'opinion. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, mais je vois quand même quelques têtes grisonnantes comme la mienne, pendant la guerre d'Algérie, ma maman, elle lisait, moi j'étais gamin, mais ma maman lisait les journaux, et dans les journaux, il y avait plein de blancs.
Parce que le soir, dans tous les journaux, la commission de censure venait enlever ce qui ne lui plaisait pas. La télé, c'était pas la peine, c'était Alain Peyrefitte, le ministre de l'Information, qui téléphonait à Zitrone et qui lui disait ce qu'il fallait mettre dans le journal télévisé. Donc c'était encore plus simple. Mais pour les journaux, je vous assure, je m'en souviens physiquement, je veux dire, ces pages blanches, ces endroits de blanc, c'est ça que veut le président du CRIF en France en 2019, qu'on rétablisse la censure pour faire en sorte que les journaux correspondent à ce que lui, président du CRIF, souhaite. Vous voyez bien qu'il y a, je pèse mes mots, quelque chose comme une pensée totalitaire là-dedans. Bien sûr qu'on peut discuter, tout se discute. Mais pour que ça se discute, il faut qu'on puisse s'exprimer et il faut que les journalistes puissent faire leur travail. Et je dois dire que je suis contre tout ce qui empêche les journalistes de faire leur travail. Même quand c'est des gilets jaunes qui s'en prennent à des journalistes dans des manifestations. Je le dis clairement, ça m'a beaucoup choqué. J'étais très choqué par les violences policières, mais j'ai été aussi choqué, à un moindre degré évidemment, par ce qui a été fait à un certain nombre de journalistes. Au fond, derrière tout ça, et je vais finir avec cette idée, il y a une espèce de fièvre qui a saisi les dirigeants israéliens, Netanyahou, ses complices, amis, rivaux, vous les appelez comme vous voulez, devant l'isolement qui est celui de la politique israélienne. N'oubliez pas que l'État de Palestine est rentré à l'UNESCO en 2011, à l'ONU en 2012, à la Cour pénale internationale en 2015, et ça commence à avoir des effets. Il y a une procédure engagée contre Israël. C'est de ça qu'il redoutait. Et pour vous donner une idée, ça aussi personne ne vous l'a dit, c'est curieux, il y a des choses comme ça qui échappent parfois. Il y a chaque année un vote à l'ONU, à l'Assemblée générale, pour, c'est très banal, hein, pour le droit à l'autodétermination et à un État du peuple palestinien. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. La résolution est votée, puis après on la met dans un tiroir, ça n'a pas d'effet. Ce qui est important, c'est le vote. La dernière fois que cette résolution a été votée, il y a eu 176 voix pour, il y a 194 membres à l'Assemblée générale, et 7 voix contre. Alors il y a les États-Unis, le Canada, Israël, bien sûr. Et puis, il y en a d'autres, très importants. Vous allez voir comme on sent la poussée populaire, quoi. C'est les îles Marshall, la Micronésie, Nauru et Palaos. Ça s'achète avec une barre de Mars, hein, les voix de... Donc c'est pour dire qu'il y a un isolement considérable qu'on ne voit pas dans la vie quotidienne de la politique israélienne. C'est un isolement à l'ONU. Ça ne veut pas dire que quand les snipers tirent en masse, un seul de ces 176 votants bouge le petit doigt. C'est une autre affaire. Mais dans l'enceinte de l'ONU, c'est une réalité. Et les dirigeants israéliens savent que leur radicalisation actuelle, je pense à la loi qui définit Israël comme État-nation du peuple juif et non plus comme État juif et démocratique, je pense au projet d'annexion de la Cisjordanie, qui est affirmé maintenant et qui fait l'objet de lois. Je pense évidemment aux lois liberticides qui ont été votées en Israël même, y compris contre l'opinion publique israélienne, juive aussi, arabe et juive. Et je pense à la tournée des populistes que Netanyahou a fait, où vous l'avez vu embrasser Orban, le Premier ministre hongrois, qui venait de faire l'apologie du Pétain hongrois. 430 000 juifs hongrois exterminés quand même. Ça n'a pas poussé Netanyahou à dire un mot là-dessus. Il a été évidemment en Pologne, je vous ai parlé de la loi, il a justifié la loi, une fois que les Polonais ont eu amendé un tout petit peu. C'est d'ailleurs absolument stupéfiant, enfin, je ne vais pas développer ce qui a été dit, mais même en Israël, il y a eu des protestations considérables. Il a été dans les pays baltes, là où la proportion de juifs a été la plus importante dans le bilan de la Shoah. Bref,
Il s'entend avec Salvini, il s'entend avec Sebastian Kurz, le charmant Premier ministre hongrois, qui a été invité en Israël, accueilli à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah. Mais on a oublié de dire qu'il y a 6 ministres néo-nazis dans son gouvernement. Oui. Tout ça, les dirigeants israéliens savent très bien que cette fuite en avant, elle va leur coûter à l'échelle internationale. Ils prennent les devants. Et les devants, c'est la tentative de criminalisation de la campagne boycott des investissements sanctions, et c'est la tentative d'interdiction de l'antisionisme. Je dirais juste une chose, et je terminerai là-dessus. C'est tellement... La ficelle est tellement grosse, c'est tellement cousu de fil blanc tout ça, que, à ma connaissance, depuis le 16 juillet 2017, Emmanuel Macron n'a plus jamais repris cette phrase sur l'amalgame antisionisme, antisémitisme. Et que son Premier ministre, Édouard Philippe, qui l'avait reprise une fois, ne l'a plus reprise non plus. Là aussi, je ne vous demande pas de me croire, c'est des faits. Il y a eu un dîner du CRIF, le président de la République y a parlé, il a d'ailleurs dit des choses excellentes sur Jérusalem, à l'époque. Tout le monde attendait la répétition de la petite phrase, pas de petite phrase. Et Édouard Philippe a présenté, je crois que c'était en mars ou en avril, je ne sais plus, son projet de plan d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Tout le monde se disait, bon, il va le reprendre. Pas du tout. Alors, je n'ai pas encore de certitude absolue. Avec Emmanuel Macron, c'est difficile d'avoir des certitudes absolues. Mais en tout cas, cette petite phrase-là, contrairement à d'autres, il ne l'a pas répétée. Et s'il ne l'a pas répétée, ça a forcément un sens. C'est-à-dire qu'il y a eu un débat suffisant, et j'espère y avoir contribué, pour que l'exécutif fasse machine arrière. En tout cas, on verra dans les mois qui viennent si ce recul est un recul définitif, tactique, ou s'il n'y a pas de recul du tout, et si le président reprend cet amalgame. Je ne le crois pas, personnellement. Merci de votre attention. Merci.